Néron pour pouvoir le faire bien. Même si tu veux tromper quelqu'un, il faut aller à l'école En fait, il faut apprendre, il faut être cultivé pour le faire. Mamadi Doumbouya, c'est son manque, en fait, c'est sa médiocrité qui est en train de jouer sur lui, sur tous les plans, en fait. Sa médiocrité. Il met des gens des fois devant, lui il dit qu'il a confiance, tandis que les gens là sont en train de rigoler. Toi, tu vas être moi mon président, tu es fou. Tu es mon président. On va te montrer qui a mis l'eau dans Coco. Et c'est qui est derrière lui. C'est ce qui est derrière lui. Avec tous les projets, les détournements qui se passent là, des fois, honnêtement, moi, je suis en train de le combattre. Mais je sais qu'il y a des choses là-bas. Lui-même, il se demande, s'il savait, il allait se demander comment c'est passé. Mais eux, les gens qui décident, lui, même si tu le donnes une dictée de ma fille de 9e année, il peut pas savoir. Même un petit projet de 10 pages, tu le donnes, il peut pas déchiffrer. Il y a des gens autour de lui qui déchiffrent ça de leur manière et qui en font ce qu'ils veulent. Et après, ils sont mis à l'écart, ils vont avec des millions de dollars et le pays perd. Maintenant, tout revient sur sa tête. Tu vois? C'est ça. Même si tu n'aimes pas quelqu'un. Oui, il a cherché. Il a cherché, il est venu, il a juré. Lui, nous, on est des militaires, on est des hommes de parole. C'est la parole du militaire. On ne va pas faire ça, on ne va pas faire ça. Maintenant, il est en train de tout ce qu'il avait vomi, il est en train de tout manger. Ouais, tout fait. Signer des pactes avec des démons, avec des entités. Tout va se retourner sur lui. Il nous a fait cracher et avaler notre crachat. Tu vois? Et tout va se retourner sur lui. Le pays là, la Guinée. Je ne dis pas notre pays, hein. La Guinée. Quelle que soit ta force physique, intellectuelle, militaire, économique, si tu as la chance ou la malchance d'être président en Guinée, si tu veux rester là-bas et sortir avec honneur, il faut diriger avec la loi et par la loi. C'est tout. Sinon, tu ne vas pas t'en sortir. C'est les gens qui sont autour de toi qui vont te mettre dans un trou. Toi-même, tu ne vas pas voir d'où ça vient. Honnêtement. L'histoire n'a jamais fait le contraire hein, en Guinée. C'est un pays exceptionnel. Il y a 2 pays dans le monde là. Les États-Unis et la Guinée, ce qui se passe là-bas, c'est atypique. Ça se passe nulle part ailleurs. Maintenant, on attend de voir. J'ai vu, moi, des gens ont commencé à mettre RIP sur sa photo. Moi, je ne sais pas si vous avez vu ça. J'ai dit, Abaramenili. J'ai vu quelqu'un m'a partagé une photo. Quelqu'un a mis RIP. Il dit, donc, c'est vrai, il met RIP. J'ai dit, ok, nous, en tout cas, Baouri a dit qu'il ne va pas parler. On attend de voir pourquoi il ne va pas parler. Non, Baouri a dit, il ne fait rien tant que Mamadi n'est pas là. Ah, lui, il ne parle pas de... Si toi, maintenant, tu veux qu'il parle, toi, tu peux parler, mais lui, il ne parle pas. Et moi, ce qui me stupéfait, c'est de voir quand même des scénarios comme ça. Vraiment, ça paraît sérieux, quoi. Ça paraît sérieux, tu peux pas douter. On réunit les membres du gouvernement, les gens, on voit les salariés de l'autre côté, les discours s'y tiennent, il y a tout ça, il y a l'usine elle-même qui est là, à l'intérieur de l'usine. Donc, on ne peut pas douter, et puis après qu'on se rend compte qu'au fait, ça n'existe pas. Ouais, c'est se mentir à soi, mais je dis, c'est un tour, on l'a fait. C'est quand même, c'est énorme, comme mise en scène, c'est énorme. Mais oui, il vendait de l'illusion aux gens pendant qu'il faisait ce qu'il voulait. En fait, c'est comme si tu partais t'acheter une caisse en fer. Tu veux mettre dans ta maison, tu appelles ta femme et tes enfants, tu dis que j'ai $1 million dans ça, faut pas qu'on touche. Tu vois, maintenant, un jour, il y a crise. Tout le monde va vers toi. Tu vas faire quoi? C'est maladie qui va t'avoir. C'est ce qu'il a. Jean, toi qui travailles à l'aéroport là. Où est notre avion là? Qui travaille à l'aéroport? Il n'a rien à matibérer. Il a rien à te zoyer à Tarifari, Albert. Non, mais ça, en fait, non, Mamadi est devenu fantomas. Où est notre avion? Il a rien à te zoyer à Tarifari. Il n'a pas l'aéroport. Oui, mais il y avait une histoire d'avion aussi qui aurait été acheté par la Guinée à un moment donné. Où est notre avion? Moi-même, j'ai commenté l'avion là. En ce moment-là, je croyais qu'il allait tenir à sa parole. Je me suis dit, honnêtement, j'ai dit là-bas, au moins, on a un. Même si c'est petit, mais on peut commencer avec un. Ah, vous savez, là, qu'on faisait ce Bateguiné, tu t'es dit, oui, au moins, t'as dit, Pitaka et moi, c'était la guerre, tous les jours. Ah ouais. Maintenant, j'ai honte même. Honnêtement. La dernière fois, j'ai dit franchement, si ce combat que j'ai mené contre Alpha, c'est pour le produit là. Franchement, il y a Guinara. Non, mais tout le monde s'est fait avoir. Maintenant, et nous et Alpha, on mène le même combat. On mène le même combat. Moi, je le vois avec Pitaka. Mais oui, c'est ça. En train de mener le même combat. On m'a dit, c'est drôle. Ouais. Pitaka, c'est l'avion Bonga, hein? L'avion Mimichou. Il dit quoi? Moi, c'est ça. Ouais, c'est ça. Mimichou, c'était sorti l'avion Bonga. C'est ça. Hein? Il est parti avec. Quand Mimichou a pris le poids, il est parti avec.
Non, c'est incroyable, c'est Quand Bichou a pris incroyable. le poids seulement, l'avion est parti. Je te dis, maintenant... Les gens viennent nous vendre, ils viennent nous vendre un projet Simandou avec 15%, alors que la Guinée a signé, oui. Des fois, quand je pense à l'histoire de la Guinée, moi seul, je rigole. Maintenant, et nous, et Alpha Condé, et Selou Daleng, et Sidi, on fait tous le même combat. Des fois, moi, je suis dans mon lit, je dis, Bâtisson, oh, bon. Mais c'est tellement énorme que le combat dépasse les partis politiques. Aujourd'hui, le combat est devenu le combat de tout le monde. Non, Mamadi Doumbouya. Non, faut quand même UFDG, LPG, se mettre ensemble pour combattre quelqu'un. Maintenant, je vais vous expliquer quelque chose. Vous savez, à un moment donné, quand ils ont investi Alpha Condé, son bras droit, c'était Baïdi. Hein. Baïdi était tellement énervé, il a quitté le pays, il était là. Un jour, quand Mamadi a commencé ces trucs-là, il m'a pris, il dit, bon petit, alors on va voir quelqu'un. On est venu voir Sid. Et c'est lui dit, pour dire au grand frère, on ne doit pas lâcher ce monsieur. Quand on est sorti de la réunion, ben lui me dit, petit, à la Odé, où t'as la bouteille guérie? Vous allez venir dans le loup pour qu'on va les combattre. Non, mais regardez, c'est les partis politiques qui ont combattu Dadis et ça a marché. Mais là, nous-mêmes, toi-même, tu vois la situation, tu dis non, c'est pas que les partis politiques qui peuvent mener ce combat-là. Toi-même, tu vois la situation. Baïdi me dit, petit, où t'as la bouteille guérie? On a un mouvement. Vous avez tout fait. Vous nous avez mis 3 comme ça. Ah ouais. Pendant là où il y a été. Mais lui-même, il a aujourd'hui. Ah, mais attends, lui, il a dit, hein, il dit, ben, c'est lui. Mais attends, lui, il a dit clairement, il dit, vous nous avez combattu, on est tombé. Ok, maintenant, si vous êtes fort, faites ce que vous avez à faire. Nous, on ne va plus vous combattre. Ah. Non, mais comment il peut aller là-bas? Là, il peut comprendre. Tu sais, mais comment il peut justifier son adhésion à cette affaire? Et lui, franchement, lui, il a dit clairement, moi, vous nous avez combattu. Non, c'est même pas ça. Voilà. C'est pas ça. C'est ça. Porte de sortie. Toi, tu as vu un régime que Abaïdi a combattu en Guinée. Toi, tu as vu ça? Voilà. Attends, je vais vous montrer une photo ici que j'avais créée il y a longtemps. Baïdi, c'est comme la Russie. C'est quand tu prends le pouvoir. Baïdi, c'est comme la Russie. Quand tu prends le pouvoir, il te soutient. Tant que tu n'as pas de pouvoir, il n'y a pas de drogo. Non, mais lui, il n'est pas dans l'opposition. Hein. Il ne fait pas coup d'État, il ne va pas accompagner. Mais quand tu prends, il est avec toi. Lui, il dit qu'il n'est pas dans l'opposition. Lui, il a toujours travaillé avec les chefs d'État. Voilà. Mais lui, ça va, et Makanera. Ah ouais, c'est pas les mêmes. Baïdi, c'est un autre niveau. Baïdi, c'est pas cher, hein. Non, Baïdi se comporte. Baïdi se comporte bien. Baïdi, c'est pas les mêmes niveaux. Hein. Baïdi se comporte bien. Makanera, lui, il a tout fait dans sa vie. Donc, aujourd'hui, s'il se dit à son âge-là, il ne va pas se mettre dans une opposition pour se fatiguer encore. Il n'a pas un parti pour aspirer à devenir président. Moi, je peux le comprendre. Hein. Baïdi se comporte bien. Baïdi se comporte bien. Voilà. Les jeunes qui ont beaucoup plus d'avenir que de souvenirs, si ceux-ci se comportent de la sorte, là, franchement, c'est décevant. Mon frère, les gens là sont tous pareils. Surtout non, Pitaka, ils sont tous pareils. Oui, mais à des degrés différents. Voilà. Mais même dans un poulailler, tu peux trouver des poules qui sont mieux que les autres, en fait. Tu vois, en fait, Baïdi, il se comporte humainement, même moi. Non, moi je me dis que le mec il n'a pas de choix. Est-ce que vous avez vu, c'est Baïdi qui a fait rentrer le petit là, qui insulte là. Comment il s'appelle, en Soussou là, le petit jeune là. Qui insulte toutes les communautés, président Fakonde là, qui insulte leur maman, injurie grave. Pas mot, je sais pas comment il s'appelle. Agile King. C'est pas Agile King, n'insulte pas les parents des gens. Mais tu parles de qui alors? C'est un petit là, Djali, c'est ça? Djali. C'est lui qui insulte les petits là. Mais Djali a insulté Baïdi. Mais ce que je te dis, non, peu importe, mais il est venu aujourd'hui, il insulte les mamans des gens. Ouais, mais ça c'était avant. Pitaka. Le problème c'est que Mamadi a tourné leur page. Mamadi a tourné, Mamadi maintenant a fait gauche, t'as pas vu? Tu sais le problème. Pitaka, tu sais le problème, l'avantage, pourquoi Baïdi est mieux. En fait, Makanera, il devait déjà être égorgé comme Cabri, il y a longtemps, pour sacrifice de Selou, pour sacrifice de Alpha Condé, lui il était prêt à être le bélier. En fait, personne en Guinée ne peut se comparer à Makanera.
Non, Makanera, lui, c'est dans another level. Moi, Makanera m'a dit. Il est sans pudeur, il est sans honneur, il est sans vertu, il est... Non, lui, c'est un démon, ça. Makanera m'a Démon dit. moral. Il est ignorant. C'est ça le problème, il est ignorant. C'est un démon. Écoutez, Makanera m'a dit, il me dit, jeune frère, je vais te dire ça aujourd'hui. J'ai appartenu à l'opposition. Plus de 30 ans, j'étais dans l'opposition. Je n'ai jamais eu la chance de devenir fonctionnaire d'État. C'est quand je suis venu avec le pouvoir que j'ai vu mon nom et j'ai même été nommé ministre. Et donc, moi, dans tout le reste de mon combat, je ne vais jamais m'aligner avec les opposants. Quand il y a le pouvoir, je viendrai vers le pouvoir pour voir ce que je peux apporter. Moi, il m'a dit ça, c'était ses confidents. Donc, moi, franchement, c'est des personnes, je ne veux pas les juger sur leurs faits. Pourquoi? Parce qu'ils ont déjà adopté une position claire. Maintenant, s'ils ne les assument pas, là, ok, mais pour d'autres qui viennent avec nous, ils disent... Joseph, Joseph, tu ne peux pas dire à quelqu'un que tu ne vas pas déjà assumer une position, il reste là-bas. Si la personne ment, c'est un menteur. Ça, il n'y a pas histoire de dire que tu ne vas pas juger. Non, Makanera avait dit qu'il est prêt à être quand je parle de jugement, c'est-à-dire quand je parle de jugement... Attends. On n'est pas à un procès ici, on est en train de raconter des faits. Makanera avait dit qu'il est prêt à être le bélier s'il faut aller dans un sacrifice pour ne pas qu'Alpha Condé fasse un troisième mandat. Mais ça, c'est ça. Voilà, mais attends, maintenant il est parti encore chez Alpha Condé, il dit qu'il est prêt à être le bélier s'il faut un sacrifice pour qu'Alpha Condé fasse un troisième. Mais c'est un menteur. Donc, c'est ça qui marche. C'est un homme sans... En fait, c'est une personne morale vide. C'est une personne morale vide. Mais il vit de ça. Ah, il est... C'est une torchon. C'est un torchon humain. C'est une personne physique vide, pas une personne morale. Une personne morale, c'est une entreprise. Ouais. Bon, ça peut même être ça aussi. Ça peut être une entreprise encore. Parce que, en fait, non, honnêtement, c'est pourquoi moi je connais, quand je dis personne morale, c'est pas physique. Parce que physique, là, ça, il l'a. Non, il fait le business. Moi, je t'ai compris. Voilà. Mais c'est pourquoi je dis morale. En fait, moralement, il est vide. C'est une personne morale vide. Ok, j'ai compris. Il fait son business. C'est ça. C'est une entreprise. C'est une personne morale vide. Et puis, son entreprise s'appelle Makanera Kaki. Mais son jeune frère est différent. Son entreprise s'appelle la macanalisation. Il contamine les gens. Il ne faut pas t'approcher de lui. Hein. Il va t'emporter avec lui. Oui. Non, c'est un torchon humain, ça, le monsieur. Là. Bon, bref, je pense que demain, c'est un autre jour. Moi, je vais vous laisser. C'est son ignorance. Il est ignorant et il ne se rend même pas compte qu'il est ignorant. Et c'est même, il a fait le temps sur les matières. Je le regarde devant, je dis, mais tu vas où, toi? Mais on n'a même pas branché un mot sur l'Iran et les États-Unis, là. C'est l'actualité aussi, hein. Ouais, c'est l'abus. C'est l'abus, tout simplement. Joseph. Oui. La guerre qui se passe là-bas, là. Moi, j'ai déjà payé le prix. Je suis dehors comme ça, tu sais, il est 1h du matin bientôt. Oui. Je dis, moi, je suis rentré, j'ai quitté l'Angleterre, je suis venu en France, là. On m'appelle, on me dit, affaire de carburant, ça va monter, ça va faire ça et ça va avoir crise. Moi, j'ai fait de longues routes. Je suis parti dans une station, chaque fois que je vois une station, je garde, je remplis. Chaque fois que je vois une station, je garde, je remplis. Je suis venu à la dernière station pour rentrer chez moi. Je rentre là-bas, le gars me donne même un bidon de 20 litres. Quand le bidon, il est percé en bas. Je mets ça dans mon coffre, je suis en train de remplir. Après, il fait et alors? J'étais au lavage comme ça. J'ai sorti tout. Tu vois, gasoil là. Non. Et puis, la personne qui m'a dit ça, je demande. Dieu t'a sauvé, tu te rends compte si tu croises une simple flamme. Non, c'est du gasoil. Ou étincelle, simple étincelle. Je te dis, non, le bidon là, quand je venais, j'allais il y a une ancienne voiture qui est garée dehors là, qui ne bouge pas, je mets dedans, je ferme. Tu vois, dans le coffre, je ne vais pas laisser ça dans ma voiture. Moi aussi, attends, demain matin, je vais faire le plein. Non, mais attends, d'abord, je vais finir. La personne qui m'a paniqué là, qui m'a dit, va faire. Je la demande, je dis, tu as mis le plein? Elle me dit, non, moi, je vais faire ça demain. J'ai dit, toi, tu m'as appelé. Non, ça ne peut pas être automatique comme ça quand même. Non. Mais vous savez, en Angleterre, je n'ai jamais entendu quelqu'un parler de crise de carburant. Je sais que ça va, mais on n'en parle pas. J'ai même appelé personne. Tu vois, les gens sont partis dans la station, envahir les... Non, c'est pas possible. Ça, c'est des parano. Tu as croisé des parano qui imaginent des choses. Ça peut pas être automatique comme ça, quand même. La France, c'est la jeune sœur de la Guinée. C'est la jeune sœur de la Guinée. Trop de rumeurs, je t'assure, trop de rumeurs. Non, mais croyez-moi, ça va monter, hein. Moi, je vous dis. Non, ça va monter, Pitaka, mais la façon dont il enflamme ça comme ça, là, moi, je commence à payer le prix. Moi, je crains surtout pour l'Afrique. Ici, là, ils vont s'approvisionner. Occident, ils vont s'approvisionner, peu importe les moyens. La France, les États-Unis, l'Angleterre, l'Allemagne. Ils ont des réserves déjà. Voilà, ils vont s'approvisionner, même si c'est par la force. Même s'il faut forcer les gens, ils vont s'approvisionner, tu comprends? Mais l'Afrique, croyez-moi, on risque de c'est pourquoi Donald Trump a commencé par attaquer le Venezuela. C'était pour avoir d'abord suffisamment de carburant avant d'aller en Iran.
C'est ça la stratégie. Mais l'Iran n'est pas un grand producteur, quand même, de carburant. Et Oui, non, c'est point de vue c'est un grand producteur, mais même pas au niveau de la production. En fait, c'est un carrefour. C'est un carrefour. S'il bloque, c'est fini. C'est un carrefour. Il bloque là-bas. Il n'a même pas la marche arrière là-bas. Rétroviseur même n'ira. C'est pourquoi l'avion ne peut pas marcher. C'est celui qui empêche l'hégémonie de s'étendre dans la région. C'est ça le problème. Il n'y a rien d'autre. Parce que moi, j'ai vu ici, je me rappelle, c'était 2 jours après l'invasion, enfin, la première attaque de la Russie sur l'Ukraine. Il y avait une rencontre des Turcs. Moi, je me rappelle, hein, sincèrement, c'est en ce moment que j'ai compris cette affaire-là. C'est une guerre qui est partie pour longtemps. Et à l'époque, c'était, allez vérifier, vous allez voir, le 23, le 24, vous allez voir une rencontre qu'Ankara avait demandé, où les Russes et Kiev avaient accepté de négocier sans condition. C'est-à-dire, aucun d'entre eux n'avait une condition. Ça, c'était le 24 le matin. Et 2 jours avant, si vous regardez, enfin, moi, je regarde les médias. L'Amérique a dit, je ne sais pas, pourtant, ce n'est pas le cas, hein, que cette affaire-là, ça dépasse la Russie, ça dépasse l'Ukraine. C'est une affaire de souveraineté. Et voilà, que tant que l'URSS, la Russie ne sort pas des territoires occupés là, il n'y aura pas de négociation. Alors que l'Ukraine, Zelensky lui-même avait accepté Ankara. C'est Washington et autres là, c'est eux qui ont fait capoter les pourparlers d'Ankara. Et depuis ce moment-là, on a commencé à partir sur des pourparlers, des choses inutiles. C'est depuis là que comme cette affaire-là les dépasse. Les Américains ont décidé de mener une guerre. C'est une guerre de proxy. Hein. Moi, c'est mon point de vue personnel. C'est-à-dire c'est pour affaiblir un des grands et puis aller l'affronter pour. Est-ce que la mort de Khamenei la mort de Khamenei est confirmée? Oui, c'est confirmé par les Iraniens. Moi, j'ai écouté les Iraniens, oui. Bon. Et toi, cette affaire-là, Pitaka, cette guerre-là, c'est. En fait, ce que les gens ne comprennent pas, le pays, là, les États-Unis, est tenu par les oreilles par l'Israël. En fait, déjà d'abord, toute leur administration est infiltrée par ces gens. C'est-à-dire que si tu vois Trump même, est-ce que tu as vu la vidéo dans laquelle quand Netanyahou était venu chez lui à la Maison Blanche, c'est lui-même qui a tiré la chaise pour Netanyahou? Est-ce que tu sais ça? Et pourtant, sachant comment Trump il est, il ne va jamais faire ça à un autre président. Et puis, regarde, ils vont tous aller chez les Israéliens pour faire leur culte là. C'est-à-dire... cette guerre-là, c'est l'affaire Epstein. S'ils décollent, ils sortent le dossier d'affaire Epstein. C'est ça. Par les oreilles. Ils détiennent ces ballons. Et puis, c'est pas toute l'administration, tous les grands là. Jeffrey Epstein travaille. Mais au-delà de tout, moi, je ne sais pas. Qu'on comprenne une chose. Vaincre la Perse, c'est une autre affaire d'abord. Dans toute l'histoire de la Terre, la Perse, c'est autre chose. Et à côté de ça, franchement, je ne vois pas quel est l'intérêt de cette guerre-là. Je ne comprends pas. Franchement, je ne sais pas quel est l'intérêt de cette guerre. N'oublie pas ça, ils veulent avoir le contrôle du monde. Et puis regarde, depuis, c'est pas aujourd'hui. Depuis 95, Netanyahou est en train de dire aux États-Unis, si vous éliminez telle personne, il prétexte. L'Iran, c'est pas la même chose. L'Iran qui connaissait l'Iran aujourd'hui, c'est pas la même chose, oui. D'accord, je vais te donner 2 éléments qui peuvent être la raison principale. En fait, premièrement, quand tu vois l'Israël comme un pays de Moyen-Orient, tu ne vas pas comprendre. Voir l'Israël comme un État des États-Unis. Ben oui. Voilà, ça c'est un. Et voir aussi le deuxième aspect, c'est que l'affaire Epstein là, Jeffrey Epstein travaillait pour le Mossad, tout ce qu'il faisait. Donc, et les Israéliens, Donald Trump est leur dernière balle en fait. Après Donald Trump, ils ne pourront pas faire beaucoup plus de pression sur les présidents qui vont venir, qui vont adhérer après. Non. Attendez. Mais toi, moi, il y a une différence. Attendez, moi j'ai suivi l'interview de Donald Trump où un journaliste le demande. La dernière fois que Netanyahou a bombardé Gaza, live, il est descendu son avion, c'est en anglais. Il dit que les Israéliens, tu sais que les Israéliens, pourquoi les Israéliens ont bombardé Gaza? Il dit ils l'ont bombardé Gaza, lui-même il ne savait pas. Après, le journaliste a dit, vous ne savez pas, il dit ok, je vous reviens après. En fait, les gens là, ils sont en train de manipuler Donald Trump parce qu'ils savent qu'avec lui, ça peut marcher. C'est pourquoi si vous vous rappelez, au moment de Obama, il y avait un moment, Netanyahou était venu aux États-Unis, Obama n'était pas informé, lui-même il s'est plaint. Parce que Obama n'était pas d'accord avec la plupart de les actions qu'ils étaient en train de poser. Et il s'opposait aussi. Pas seulement de ne pas être d'accord, c'est parce qu'il avait des propositions contraires. Tu vois? Donc, Donald Trump peut être la dernière balle. Les gens là, ils savent que si Donald Trump quitte là-bas, attends-moi.
Si Donald Trump quitte là-bas, l'Iran est en train d'enrichir l'uranium, il est en train de se faire des milliers de missiles balistiques. Donald Trump quitte là-bas, celui qui viendra après, ils ne pourront pas avoir la même emprise sur la personne là que Donald Trump. Donc il faut le faire maintenant ou jamais. C'est ça l'intérêt de la guerre. Bon, c'est pas... En fait, vous oubliez une chose, ces gars-là sont infiltrés jusqu'au bord, c'est-à-dire jusqu'aux os. C'est pas une question, je vais vous dire une chose. Eux, leur affaire de républicains et démocrates, là, au fait, c'est le même système, mais qui utilise des tactiques différentes. Déjà, la création des deux partis, là, vient d'un seul homme, c'est-à-dire au temps de George Washington. C'est deux gars de son camp qui ont juste eu une idée opposée, c'est-à-dire Hamilton et l'autre là, comment il s'appelle? C'est les deux là, c'est Hamilton et le deuxième là. Ils étaient tous dans le bureau de George Washington. C'est juste une idée contradictoire qu'ils ont eue. C'est là que la naissance du parti démocrate et républicain a commencé. Je sais pas si c'est Hamilton et Roosevelt ou quelque chose, non. Mais en tout cas, c'est Hamilton et Jefferson, voilà, Jefferson. C'est les deux qui ont discuté par rapport à un programme, et c'est de là est né les deux partis politiques. Donc c'est une famille, mais qui utilise différentes stratégies, mais le but est le même. Regardez, juste depuis qu'ils sont là, c'est la même stratégie qu'ils utilisent contre toutes les autres. Mais c'est un seul pays. Mais c'est pas une affaire d'un seul pays. C'est une seule famille, au fait, des deux partis politiques là. C'est une manière de gérer seulement le peuple. Non, c'est deux politiques nettement distinctes. Il y a une qui défend le social, et il y a l'autre qui choisit l'argent. Doyen, la finalité reste la même. Oui, c'est parce que c'est le même pays. De ces deux partis. Non, c'est la guerre de sécession. Quand tu regardes bien, c'est la guerre de sécession qui a assis tout ça, et puis en fonction des c'est le même pays. La naissance et puis ça a changé, c'était pas leur nom au début. Voilà. Mais Donald Trump était démocrate au début. Donald Trump était démocrate. Il s'est radicalisé. Oui, c'est vrai. Il était démocrate. Oui, c'est vrai. Si vous voyez, regardez des anciennes vidéos de Netanyahu, depuis longtemps, d'intérêt. Que les Américains sont des gens qui peuvent manipuler vite fait. Ces gens-là manipulent tout dans ce pays. Le premier truc, les gens qui financent le AIPAC, qui financent les élections ici, vous pensez? Donnez-moi. Le plus c'est quoi? C'est les gens les vendeurs d'armes. C'est eux qui financent. Non, pas les vendeurs d'armes. C'est le AIPAC. Vous connaissez le AIPAC? C'est le plus grand lobby au monde. C'est ceux qui financent aujourd'hui toutes les élections aux États-Unis. Attends, on va aller pas à pas. Aux États-Unis, c'est comme dans tous les pays développés, même toi. Il y a déjà, moi, j'ai des amis là-bas qui ont envoyé de l'argent à Obama. Tu envoies des lettres. Non, c'est pas la même chose, le gars. Attends, on va aller pas à pas. Tu vois, en fait, on est en train de sortir du contexte. On est en train de parler de la raison de la guerre là. Si on va rentrer dans l'histoire des États-Unis, on va complètement déraper. Restons dans la salle, en fait. Parlons, moi, j'ai donné mon avis par rapport à la guerre là maintenant. Je dis non seulement Donald Trump, et puis les pressions sur Epstein. Et au-delà de ça, après Donald Trump, je ne pense pas qu'ils pourront avoir quelqu'un à qui ils pourront faire aussi de pression que Donald Trump. Maintenant, et toi, tu penses quoi? Voilà. Et l'Iran est en train d'accélérer avec les programmes nucléaires et autres là, donc il faut le faire. Le dossier Epstein, c'est pas seulement avec Donald Trump. Moi, je vais vous dire. Si tu penses. Même Bill Clinton, c'est un démocrate. Et on a quitté encore l'Iran. Ok, moi je ferme mon micro. Non, mais faut pas dire que c'est à cause de ça. Il y a longtemps que ces gens-là manipulent. Non, c'est que moi je dis, je pense que c'est une analyse personnelle. J'ai le droit de faire mon analyse. Maintenant, toi aussi, donne ton analyse. Dis que, bon, toi tu penses que c'est ça. Moi je te dis que c'est pas ça. Bon, ça mieux. C'est une stratégie. C'est une stratégie pour l'Israël de contrôler le Moyen-Orient. Attends, je vais voir c'est qui ça, le nom là. Du M. Attends, dis donc, tu peux te calmer. T'as pas besoin de regarder le nom, avec la. Non, je voulais savoir parce que. Non, je ne connais pas, je voulais savoir la personne. Non, mais c'est un échange. Et c'est que moi, je vous dis, enfin, moi, mon inquiétude, c'est concernant la Guinée, il paraîtrait que notre capacité de stockage de carburant, depuis l'explosion des cuves là au dépôt, c'est 15 jours. 15 jours. Donc, ce qui signifie qu'en cas de problème sur le détroit de Gormuz, croyez-moi, ça va monter très vite en Guinée. Ça va monter très vite. Les gens ne vont pas tenir. Moi, c'est ma propre conviction. Ils ne vont pas tenir. Déjà. Mais tu te rends compte, Pitaka, si ça s'ajoute à la galère des Guinéens aujourd'hui en plus, tu te rends compte? Oui. Je vous dis, si ça continue comme ça, dans 2 mois, on n'a plus de carburant. Waouh. Parce que tous les autres pays ont fait la. Les Sénégalais, les Ivoiriens, quand vous regardez, moi, j'essaie de voir, ils ont tous essayé de faire leur stock. Hein, parce que tout le monde avait compris que cette affaire-là, ils allaient. Voilà, l'autre est venu pour faire oublier son dossier Epstein là-bas.
occuper le monde à autre chose. Tu nous embrouilles inutilement. L'Iran déjà possède plus de 20% de la réserve de trucs, de pétrole. Est-ce que tu vois? Non. Donc forcément, il commence à me parler. Hier, je regardais un ancien général des États-Unis. En fait, tous les anciens généraux, ceux qui ont été des veterans, like, ceux qui ont été des vétérans de guerre, ils parlent de ça. Déjà d'abord, stratégiquement, l'Iran, c'est un pays que les États-Unis ne peuvent pas attaquer quand il s'agit de un combat, sur terre. C'est-à-dire, c'est impossible. Géographiquement, ils ne peuvent pas. Et s'ils continuent comme ça, ce n'est que des frappes à distance à travers le support avec l'Israël qu'ils peuvent le faire. Tu vois, non? Donc, et forcément, ça aura des répercussions. Et puis, si tu voyais déjà Donald Trump au début, tout récemment, il y a un mois, il parlait de menaces. Il dit que si l'Iran l'assassine, parce qu'il sait la force qu'il y a derrière aussi. L'Iran, c'est pas un petit pays qui peut se laisser faire. Et cette guerre ne peut pas finir en un seul camp comme les États-Unis ou Donald Trump le pense. Ils le savent. Le traité qu'ils ont convenu là, où l'Iran ne devait pas passer à l'acquisition de la bombe, des armes nucléaires. L'Iran l'acceptait. Jusqu'à tout récemment, c'est les États-Unis qui ont bafoué ce traité avec à travers la pression d'Israël. En fait, les gens ne comprennent pas ce pays-là. Je te jure, Pitaka, il est dirigé par ces gars-là, les gars de l'Israël. Il n'y a pas quelque chose d'autre. Allez-y voir les anciennes vidéos du gars là, Netanyahu, comment il parlait du pays des Américains. Ils disent que ce sont des gars qui peuvent être manipulables, c'est-à-dire qu'ils les ont dans la main, en fait. Ils ont infiltré toute l'administration. C'est-à-dire, tu vas au Congrès, tu vois partout, ce sont eux qui sont en train qui ont les têtes là-bas. Ils financent, au fait. Ces gars-là se sont organisés. Ils savent que l'argent roule tout presque. Donc, ils vont mettre des gars qui vont soutenir leurs idéaux. Mais maintenant, moi, parfois, je me pose une question, en fait. Parfois, j'inverse un peu la question. Est-ce que c'est l'Israël, c'est l'Amérique qui profite de l'Israël ou c'est l'Israël qui profite de l'Amérique? Et moi, j'ai l'impression que les États-Unis ont trouvé les Israéliens, dit voilà, c'est eux nos gendarmes pour théoriser la sous-région. Au lieu de le faire dans le passé, parce que dans le passé, on pouvait avoir des expéditions, des colonies. On sait que les colonies, c'est difficile à gérer. Donc, ils se disent, voilà, eux, ils vont gérer à notre place. Moi, je ne sais pas, hein, parce que souvent... C'est l'inverse, c'est les gens qui pensent... Attends, je sais, c'est souvent l'analyse inverse qu'on fait. Très souvent, moi aussi, jusqu'à maintenant. Mais parfois, je m'interroge, est-ce que c'est pas l'Amérique qui se sert de l'Israël? Tu comprends? Dis, voilà, eux sont là, c'est notre bouc émissaire, tout le monde sait, c'est eux que les gens vont accuser. Et en même temps, attends, parce que regarde, tout ce qui est pris en Israël, c'est consommé par qui? Pas les Américains. Ouais. Tu comprends? Tout ce qui est consommé là, tout ce qu'ils font là, dans les mains des différents Arabes là, tout ça, c'est dans les mains des Américains. Tu comprends? Donc, est-ce que maintenant, c'est pas les Américains? Aujourd'hui, moi, je m'interroge, est-ce que c'est pas les Américains qui disent Israël? C'est eux notre policier, c'est eux qui nous disent. Quand on parle d'Israël, c'est pas... En leur nom, on va tabasser tout le monde. Tu comprends? C'est les deux. C'est les deux. C'est le sionisme. C'est le zionisme, en fait. Non, c'est les deux. Il y a les États-Unis profitent, l'Israël profite, tous les deux. Les États-Unis, l'Israël, c'est un État des États-Unis. Tu vois, voilà. Donc, chacun profite de l'autre. Et eux aussi, ils ont un représentant à Moyen-Orient. Et l'Israël encore profite. En fait, l'Israël a été construit par l'Angleterre, les États-Unis, la France. La bombe nucléaire a été donnée par la France. Tu vois, c'est eux qui ont constitué l'État d'Israël. Maintenant, il faut le protéger. Maintenant, entouré par l'Iran, les Perses. L'Iran était d'abord une puissance mondiale. Ça vient un peu de même. Donc, on va voir la fin. De toutes les façons, ce qui se passe là, parce que les répercussions de cette guerre-là... L'assassinat de l'Ayatollah. L'assassinat de l'Ayatollah. Croyez-moi, cette affaire-là n'est pas finie. Non. Parce qu'il est mort même. Moi, j'ai remercié Dieu. Franchement, je vous dis ça. J'ai remercié Dieu que Macron n'a pas mis sa main dans cette affaire-là. Pour la sécurité des gens ici. Mais croyez-moi, les chutes là, on va les entendre. Tous les pays qui ont participé à ça. Moi, je crains pour eux. Parce que ils n'ont pas touché, c'est pas n'importe qui qu'ils ont touché comme ça. Hein. Et Donald Trump, il pense qu'il est fou parfois. Il a des problèmes dans son cerveau. Il ne sait pas qu'est-ce qu'il prend. Il est fou même. Pas penser, ça va pas. En fait, tu sais quoi? Moi, la démocratie américaine, je commence à m'interroger sur elle. Franchement, parce que comment quelqu'un peut mobiliser autant d'armes, autant de militaires, sans passer par le Congrès? Par le Congrès. Ouais. Tu comprends? Quand même. Ça, c'est quelque chose qui peut engendrer y compris un conflit international grave, extrêmement grave. Parce que le Congrès est complice. En France, là, même en France, tu ne peux pas faire ça. L'avantage est qu'il sera repris par les lois. Tu peux crier beaucoup, mais tu t'interroges. Il sera repris par les lois, en fait. C'est pas, il a violé le truc. Pendant ce temps, il a déjà fait le dégât. Ouais, je sais. Est-ce que tu l'as écouté en 2011? Lorsqu'il s'en prenait à Obama, par rapport même aux guerres, là, il dit que lui-même, il a dit de sa propre bouche que la guerre en Irak ne devrait pas avoir lieu.
la guerre, même l'attaque en Iran ne devrait pas avoir lieu. Au fait, il était catégoriquement opposé. Aujourd'hui, il est sous contrôle. Je te dis, les gens là, les Israéliens, ils ont ses affaires à lui. S'il ne va pas en guerre, il va aller en prison et sa famille et tous ses amis vont aller en prison. On est en train de le menacer. C'est du chantage, on le fait. Lui-même, il ne sait pas ce qu'il fait. L'affaire de Epstein, là, c'est... c'est que tout le monde va tomber alors. C'est que même le gars, là, toi, tu es là-bas. Toi, tu es là-bas. Ils veulent que tous les médias internationaux parlent que de ce conflit-là. Tu as vu le gouverneur là. Tu as vu le gouverneur là qui a dit là-bas, j'oublie de quel état, il a dit, si on ne gagne pas à midterm, il dit, nous allons tous aller en prison, y compris moi. Il a dit publiquement. Il dit, nous allons tous, we will all go to jail, including myself. Ça, je dis, c'est à ce niveau-là. Mais la bonne chose est que le peuple se réveille. Hein. Le peuple, si tu vois par exemple la tendance ici, là, les gens sont catégoriquement contre leur prise de décision. Hein. Même nous, hier, quand ils ont bombardé, là, on a fait une marche, il y a une grande marche dans notre... Depuis la Seconde Guerre mondiale, on a ce pays-là, que lui, c'est-à-dire l'Amérique, si vous observez bien, ce pays, depuis sa naissance, c'est son comportement. C'est pas maintenant. Je ne sais pas si vous avez vu, moi, la dernière fois, là, j'ai regardé un peu l'évolution de la création de cet État. Dès qu'ils ont, c'est-à-dire en 1890, il y avait ce qu'ils appelaient un recensement des États. C'est-à-dire ils avaient quelque chose qui avait la manifeste de société qui les animait. Donc ils devaient partir de l'Atlantique à l'Océanie. Et après la prise de l'Ouest plutôt, en Californie, c'est en 1890. Dès qu'ils ont compris, ils ont dit maintenant voilà, les États-Unis sont constitués. Et à côté de là, il y avait les Cubains qui avaient une histoire, qui cherchaient aussi leur indépendance avec les Espagnols. Ils ont parti aider les Cubains. Et une fois que les Cubains ont commencé à obtenir, prendre l'avantage, ils ont dit, ces gens-là, mais ils veulent faire comme nous. C'est une colonie. Notre économie est là. Si on a encore un concurrent, c'est pas bien. Ils ont commencé à occuper. Pourtant, il y avait un accord pour ne pas occuper le Cuba. Ils ont occupé. Après, ils sont allés occuper les Philippines. Les États-Unis, c'est pas nouveau, en fait. Ce qui fait, en fait, nous, en Afrique, c'est qu'on a été colonisé par la France et l'Angleterre. Et les Portugais. Mais comme ceux-ci avaient leur intérêt depuis le plan Marshall avec les États-Unis en Europe, donc tout ce qu'on entendait de la part des médias européens, c'était l'Amérique est belle, l'Amérique c'est la liberté, l'Amérique c'est les droits de l'homme, et puis les Américains ils jouaient sur ça pendant plus de 20 ans, depuis les années 90, ils font ce qu'ils veulent sur tout le monde, depuis qu'ils ont cru avoir gagné sur les Russes. Donc c'est maintenant, comme les Américains commencent à dire, pour nous, tout le monde est pareil. Il n'y a pas Européen, il n'y a pas Africain, il n'y a pas l'OTAN, voilà, nous, c'est business, business is business. C'est là maintenant qu'on commence à comprendre. Là maintenant on sort des enquêtes, il y a des écrivains qui parlent, qui osent la voir. Mais c'est nouveau. Mais comme nos médias c'était ces gens-là, on avait du mal. Mais l'Amérique, pour moi, c'est pas nouveau. Hein. C'est pas son comportement. Ils ont été construits comme ça. C'est les Anglais déjà d'abord. Depuis quand ils sont venus, c'est avec le massacre des indigènes là et tout. Et après de là, maintenant, en fait, leur histoire est basée sur ça, fondée sur venir... D'occupation en occupation. Voilà. Donc, ils ont occupation en occupation. Ils sont allés au Japon, ils ont occupé le Japon. Ça s'est passé. Ils sont là à occuper des pays. Mais c'est quoi ça? Le pire, c'est quoi? Au fait, il y a ce qu'on appelle le brainwashing. Ils ont trop lavé le cerveau de leurs citoyens. Parce que, avec leurs films là, ils ont fait croire à leurs citoyens qu'ils ont gagné, toutes les guerres. Qui tu vois? Aucune guerre des États-Unis, là où ils se sont engagés. Ils n'ont gagné aucune guerre d'eux-mêmes, au fait. Par exemple, tu prends la Deuxième Guerre mondiale, ils sont rentrés à la dernière minute. Tu vois? Tu prends la guerre au Vietnam, ils n'ont pas gagné celle-là. Tu prends la guerre en Irak, en Afghanistan, ils n'ont pas gagné la guerre, au fait. C'est juste des propagandes. Tu vois, ils n'ont jamais gagné une guerre dans la question. La seule guerre qu'ils ont gagnée, c'est la révolution au sein de leur même pays. C'est tout. Le reste, c'est à travers les alliés et tout. La Deuxième Guerre mondiale, ils sont rentrés quand? C'est pas en 43, 2 ans avant la fin. Non, c'est 39, non, 43, quelque chose du genre, qui sont rentrés en guerre. Juste parce que les Japonais, je sais pas, les Coréens ont bombardé leur truc là, le pire à bord. C'est à ce moment ils sont rentrés en guerre, mais en même temps, c'était pas quelque chose. Le jeu était déjà fait. Si les Russes, comment dirais-je, les Russes n'avaient pas atteint les Allemands là, c'était foutu, tu vois. Qui a pris Berlin? Yeah, c'est pas le drapeau russe qui a flotté là-bas. C'est le drapeau américain. C'est pas le drapeau américain. Non, il faut qu'ils... Non, en fait, si c'est parfois... moi, je n'ai rien contre, hein, mais ceux qui nous ont vendus moi, parfois, je m'en veux. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, si ça vous est arrivé. Et quand j'étais petit, je regardais les films de Rambo. Rambo 1, Rambo 2, Rambo 3. T'as dit, tu comprends? Mais je vous assure, hein, dans la salle de cinéma, on avait peur pour Rambo. Ouais. Pourtant, Rambo était dans un état étranger, au Vietnam, chez les Vietnamiens.
Moi, à l'époque, au lieu d'être pour le Vietnamien, j'avais plutôt peur pour Rambo, pour pas qu'il meure. C'est-à-dire, je voulais qu'il assassine tous les Vietnamiens et qu'il prenne le pouvoir. C'est-à-dire, je ne sais pas pourquoi je voulais ça. Je ne sais pas. C'est ça le brainwashing. On lave les cerveaux à travers ça, les films comme ça. Rambo, il n'était pas aux États-Unis quand même, il ne défendait pas sa maison. Il était parti au Vietnam chez les Vietnamiens. Et moi, j'étais pour eux, alors qu'ils étaient au Vietnam. Dans tous les films de Rambo, Schwarzenegger, tout ça. Mais c'est juste incroyable. C'est maintenant que je me dis, mais pourquoi on n'avait personne pour nous expliquer, attendez, de quoi vous régissez? Ils sont chez les autres quand même. C'est le lavage de cerveau. Et puis c'est la guerre qui les a affectés de plus aussi. Pour les films de cowboy, là, je sais pas, les films cowboy, tu vois, tu vois un Américain qui tire sur des Indiens, c'est-à-dire, quand il affronte les Indiens, au lieu d'être du côté des Indiens, moi j'étais du côté des barbares, ceux qui affrontent les Indiens. Je vous assure, on était pour les autres, alors que les Indiens étaient chez eux quand même. Ils étaient chez eux. Mais tout ça, c'est le cinéma là. En fait, c'est nos pays. Il n'y a pas de ministère de la culture. Non. Parce que par temps en temps, je ne dis pas, mais il faut qu'il y ait des petits débats sur les écrits cinéastes là. C'est pas pour venir nous présenter. Fatmata et Mariam se sont mariés, ils ont 2, 3 filles, enfants. Voilà, ils ont fait des enfants. Voilà leur histoire de polygamie, d'excision. C'est des sujets inutiles, tout ça. Ouais. C'est du vieux de revue. Nous souhaitons de temps en temps, comme ce que nous on n'a pas eu là. On n'avait pas de garde pour nous dire que Rambo n'était pas chez lui. On devait être pour le Vietnamien. Mais on était pour Rambo. Jusqu'au moment où Rambo a tué le dernier Vietnamien, et puis tout le monde a acclamé. Dans toute la salle, toute la salle de cinéma a acclamé ça. Ils ont continué après Rambo 2 qui assassine encore des Vietnamiens. On était là, après il allait en Afghanistan, Rambo 3. Ouais. Assassiner encore les Afghans là-bas. On était encore contents. Mais c'est incroyable. C'est comme ça, ils ont fait croire. On n'avait personne pour dire que non, on ne pouvait pas faire ça. Ils ont fait croire aux citoyens qu'ils ont gagné toutes les guerres avec ces films-là. Et si tu vois bien, pour ne pas qu'on s'énerve, ils ne montraient pas de films noirs où des blancs viennent tuer des noirs. Parce qu'ils savent que ça, on ne sera pas d'accord. Je ne sais pas si tu as compris. Tu vois, déjà tous les films qu'on a fait, qui sont tournés, c'est pour aller tuer des Vietnamiens, aller tuer les Indiens. Ouais. Mais nous, ils ont évité. Parce qu'on dit, si on fait des films où on va tuer un roi africain, il y a un moment, il risque d'avoir des questionnements. Donc, voilà, les Vietnam, ça ne ressemble pas. Et puis, c'est de l'américain avec le chewing-gum, les trucs. C'est le lavage. Au fait, jusqu'à présent, tu vois, moi, par exemple, je suis dans un groupe de trucs, je dis WhatsApp, de trucs, avec mes gars, là. Tu vois, des vieux aussi, hein, ils sont plus âgés que moi, des blancs. Jusqu'à présent, ils croient aux petites sottises qu'on les a fait gober. Par exemple, hier, on discutait de la mort du ayatollah, là. C'est-à-dire, ils ont commencé à me dire que non, tu sais, tous ces gars-là sont des pervers et ils tuent leur propre population. Ils font ça, donc il faut vraiment qu'on les aide, on aide la population à truc là. Je dis, yo, vous pensez que tout le monde boit avec les narines, quoi. C'est-à-dire, vous avez fait la même chose à Kadhafi. Non, il tuait sa propre population. Vous avez fait la même chose à Bachar al-Assad. Il tuait sa propre population. Vous avez fait la même chose à comment, le gars là, ce vient de quitter le truc, Venezuela. Vous avez fait la même chose à Saddam. Maduro. Saddam aussi la même chose. C'est la même chose. En fait, ils vont financer des rebelles qui vont s'attaquer à leur propre population, à leur propre régime. Maintenant, ils vont utiliser cela comme preuve, dire que non, la population était contre eux. Mais si tu regardes de la Libye, en Afghanistan, passant par l'Irak, partout où ils sont passés, où ils ont fait tomber les leaders, là, ces pays-là n'ont plus jamais vu le bonheur. Tu vois, c'est la merde. C'est la merde. En fait, c'est une stratégie qui date de longtemps. Ils sont là, ils utilisent la même stratégie, en fait. Tu vois, c'est juste incroyable. C'est des gens c'est inné en eux, c'est dans leur sang. Moi, c'est personne d'autre si c'est pas l'Angleterre. Ceux qui ont commencé tout ça. Parce que si tu vois même leur histoire ici, là, la manière dont ils sont venus, ils ont été bien accueillis déjà. Tu vois, c'est après maintenant ils se sont retournés contre ces indigènes. C'est d'où ils ont créé cette mauvaise fête de Thanksgiving. Le Thanksgiving, ça cache une longue histoire, hein. C'est pas une vraie histoire qu'ils ont créée. C'est-à-dire, c'est après avoir massacré les gens et tout, et vu qu'ils savaient que ça allait prendre une comment dirais-je, tendance, une mauvaise image sur eux, ils ont créé maintenant le Thanksgiving pour dire que non, après qu'ils aient été accueillis par les indigènes, mais pour Canoquette là, donc ils ont fêté pour célébrer leur union. Alors que c'est faux. Dans certaines zones ici, là, par exemple, quand tu vas vers le sud ou le ouest, là, les familles, les vraies familles indigènes qui restent là, eux, ils ne reconnaissent pas le Thanksgiving. Ils disent même que c'est que c'est une foutaise pour eux. C'est pourquoi eux, maintenant, pour leur donner une petite fierté, dans ces zones-là, ils ne payent pas de taxes. Quand ils ont une maison, là, les maisons les appartiennent parce qu'on leur a un peu reconnu le fait d'être des vrais ressortissants d'ici. Mais tout le reste, là, quand tu payes une maison, même si quand tu finis de faire le paiement en 30 ans, tu dois toujours payer les taxes. Tu vois. En fait, il y a une grande manipulation derrière leur histoire. Ils le voient, hein, ils le savent, mais ils veulent juste pas. Beaucoup de citoyens ne veulent pas le reconnaître. Je te dis. C'est fort, man.
ce qui me touchait, c'est tous ces films-là, qu'on était là, on était contre les Indiens, on était contre ceci, alors que ceci se battaient pour leur liberté de leur pays. Ils se battaient, faisaient leur piège. Moi, j'étais là de temps en temps. Hé, Rambo, fais doucement, il y a le piège de l'autre côté là-bas. Franchement, mais c'est... Ils étaient dans leur droit et c'était tout à fait légitime. Ouais, légitime. Franchement, ils étaient chez eux, ils se battaient pour leur pays. Et moi, j'étais là, le Vietnamien est derrière toi là-bas. C'est incroyable. Et on n'avait pas d'adulte, on n'avait personne. Et puis on regardait ces films, on nous laissait les regarder, Mais même admirer nos papas ont Rambo. été bernés avec ça, toi aussi. Personne nous expliquait que Rambo était un agresseur. Personne ne disait que Rambo est agresseur, il est dans le pays des autres. Mais nous, on était là, où l'Indien aux États-Unis, le plan il est toujours propre, l'Indien il est sale, il est avec des cornes partout, à chaque fois qu'on le montre. Le noir, j'en parle même pas. C'était pour cacher leur défaite, Pitaka. En fait, ce que le Vietnam a mis sur eux, là, aucun autre pays ne leur a donné cette leçon. Hein. C'est-à-dire, il faut juste aller regarder les documentaires des enfants. Pourquoi? Je connais bien cette histoire. C'est-à-dire, ils le massacrent, mais même les tortures. C'est-à-dire, la manière même de mourir, là. C'est-à-dire, ça leur a créé une psychose. C'est-à-dire, dans leur tête, là, ils ont eu PTSD. C'est comme en Afghanistan aujourd'hui. Si tu demandes à ces Doucement avec les mots, sinon TikTok. Ouais, oh, pardon, yeah. Les gars de Afghanistan, les PTSD, ça leur a donné. C'est-à-dire, il y a un monsieur même qui disait que lui, c'était la première fois de toute sa vie, et que lui, il devait être concentré 24 heures sur 24 quand il était en Afghanistan, au fait. Et ça, c'est inhumain. C'est-à-dire, tu peux pas te concentrer 24 heures sur 24. Mais à force de savoir qu'à tout moment, quelque chose peut sauter sur toi, c'est-à-dire, même quand tu entends un bruit, tu dois sauter pour te couvrir. Ils voient un enfant venir, tu sais comment eux ils aiment les enfants, s'amuser avec les enfants là. Ils savent pas avec qui ils combattent. L'enfant vient, tu touches, tu joues avec lui et d'un seul coup ça fait boum. Tu vois, ça les a traumatisés au fait. Et du coup, à chaque fois quand ils sont revenus, les blessés de guerre là, à chaque fois qu'ils entendent un bruit, ça pète dans leur tête au fait. Tu vois. Donc c'est maintenant pour couvrir ça, ils font semblant qu'ils ont gagné la guerre. Ce sont des vrais mythos, hein, ces gens-là. En tout cas, voilà, moi ce qui est important c'est qu'on fasse. En attendant, ils en sont où avec Maduro là? Maduro est aux États-Unis d'abord. Il est aux États-Unis ici. Ouais, il est jugé. Son jugement, il est accusé de quoi? Mais c'est incroyable quand même. Il est accusé comment dirais-je ça? Accumulation d'armes illégales, de trafic de drogue, des trucs comme ça. Des faux trucs, des faux dossiers. Ouais. Ouais. Des prétextes quoi. Voilà, exactement. C'est dommage. Ouais. Ouais, les plus forts règnent. Ouais. Mais moi, c'est surtout l'implication les symptômes de cette affaire-là chez nous, c'est ce qui m'inquiète encore davantage. Parce que dans une semaine, là, cette affaire de carburant risque d'être quelque chose qui m'inquiète beaucoup. Ça m'inquiète. On n'a que 15 jours de réserve. 15 jours de réserve, toi tu fais rire. Non, c'est ça parce qu'il y a des stocks, chaque pays a des stocks. 15 jours de réserve, ça c'est pas des réserves, ça toi aussi. Non, c'est 3 mois, mais depuis l'explosion de l'affaire là, et depuis ce moment, il y a plus, les 13 cuves ne sont pas réparées. Hein. Il n'y a pas 15 jours. Si tu vérifies seulement sur les IA là, tu vas voir, notamment sur tu trouveras. C'est grave. Donc, en cas de crise ici entre ces pays-là, nous allons prendre ça de plein fouet. Hein. Moi, je vous dis, hein. Ouais. On va prendre ça de plein fouet. Mais 15 jours, ce n'est rien. C'est rien ça. Bien. Les autres sont dans les réserves de 5 à 6 ans. 5 à 6 ans. Non, les pays, la plupart des pays, notamment en Afrique, c'est 3 mois. La plupart, ils ont au minimum 3 mois. C'est une foutaise. Oui, c'est en attendant du fait de voir où tu regardes à gauche ou à droite, en fonction des choses. Mais en tout cas, vérifier, tu vas voir, mais chez nous, c'est 15 jours, depuis l'explosion. 15 jours. Donc, en cas de petite crise ici, on est parti dans... La Russie, 100 ans. Pitaka, tu veux nous dire que au cas où Madi Doumbé reviendra, les blindés n'auront pas de carburant pour aller chercher l'aéroport. Après 15 jours. On ne sait pas comment on va aller chercher l'aéroport. On va aller appeler. Mais Djamba, là, il est rigolo, hein. Il va prendre un hélicoptère pour descendre au palais. L'hélicoptère, mais carburant, là. Ça, ouais. Là-bas, il n'a pas besoin d'un grand cortège, au fait. Il va économiser. Mais si c'est après 15 jours, il n'y aura pas de... Il y a des gens au palais qui ne souhaitent pas que Mamadi rentre en Guinée. Ça, je le sais. Voilà. Si Mamadi rentre, l'empoisonnement, là, il va s'expliquer. Mais comment ils vont être payés? C'est en train de se claniser là-bas. Ils ne rentrent pas. Comment ils vont être payés? Parce qu'ils sont payés, la force spéciale est payée directement par Mamadi. C'est rattaché à la présidence. Il y a Amara et Spartacus.
Je te dis. Et puis, demain, je t'appelle, prends ton téléphone. C'est le seul dont je le numéro, le seul. Il y a un proverbe poulard qui dit que si tu es Tchebelan, ne copie pas Nangoneta. C'est-à-dire, En fait, quand les gens qu'on frappe, il n'y a plus quelqu'un pour frapper, c'est les gens qui frappaient qui vont se frapper. Ils ont enlevé les partis politiques, ils ont enlevé les journalistes, maintenant ils sont rentrés chez les imams. Dans les quartiers, ils vont, ils disent, toi tu n'es plus imam. Ils ont fini avec ça. la société civile aussi. Société civile. Moi j'ai vu une vidéo, c'est dans une mosquée à Ouanidara ou dans Salah, ils sont partis, ils ont enlevé les imams. Ils disent que vous les remplacez. Je dis, on est tombé à ce point. Ça veut dire les imams qui font pas leur affaire, quoi. Les quartiers se mobilisent, les femmes. Ils disent, nous voulons notre imam. Ils disent, il n'y a pas d'imam. On est tombé à ce point. Donc, en Itagi, même, C'est pas évident. pour nous, c'est la même chose. Amara Mamadi Doumbia, Bala Chamora, on ne veut plus un militaire là-bas, c'est tout. Et les ministres qui sont avec eux encore ne veulent personne d'entre eux. C'est aussi simple que ça. Ce qu'on dit là, c'est notre souhait, mais quand notre militaire vient là-bas, il va se poser, rien ne va sortir. On connaît ça, les Guinéens, les 5 ans qu'on est en train de subir là, et accepter malgré la situation. Sincèrement, quelqu'un d'autre peut venir encore, se servir des armes. C'est pourquoi moi, je ne souhaiterais pas. Je ne souhaitais pas moi aussi, je ne souhaite pas, mais... non, ce que je disais, grand, je ne souhaitais pas que Mamadi Doumbouya soit enlevé comme ça. Je voudrais que ce soit quelqu'un d'autre qui le dégage, en fait. Ça va donner une leçon. Tu vois, mais il ne faut pas qu'il soit enlevé de façon, tu vois, il est parti se soigner, il n'est pas revenu. Non, je ne veux pas ça. Je veux qu'on le dégage. Et Dieu seul sait, il est parti avec quelle tonne d'or, quel diamant et le magot, quoi. Ouais. Peut-être qu'il a sorti ça il y a longtemps, monsieur Douane. C'est pas... Lui, il va pas... Je ne pense pas qu'il va prendre le risque là de laisser des trucs comme ça en Guinée. Il va non, mais c'est ce que j'ai dit. C'est ce que j'ai dit. Je ne dis pas qu'il parte en même temps avec, mais qu'il est déjà parti. Il part avec, donc. Attendez, mais lui, là même, la manière dont il est en train de partir là, c'est truc, hein. C'est comme son... En plus, ce qu'il faut retenir, Singapour aussi, c'est un paradis fiscal. C'est un paradis fiscal. C'est un paradis fiscal. Ouais. S'il y a un pays qu'on peut qualifier de plus développé au monde, c'est le Singapour. Mais Pitaka, moi j'ai une question. Le monsieur Sekou, c'est en Guinée qu'il avait quitté pour aller se faire soigner aussi. Qui c'est le camarade? Yeah. Non, à Cleveland, aux États-Unis. Oui, mais il a quitté la Guinée directement là-bas ou bien c'est pendant un séjour quelque part? Non, direct. Il est tombé malade, hein. Il est parti. Oui. Il est parti dans l'avion. On l'a fait monter dans l'avion, il est parti à Cleveland. C'est que peut-être c'est le même sort que Mamadi parce que c'est un idole. C'est pas son idole de... Faut pas insulter le camarade. Non, je dis c'est l'idole de truc, de Mamadi. Non, on a habité tous les problèmes. Non, mais comment ça? Non, avant d'habiter tous les problèmes. Parce que ce qui nous arrive là, c'est les pédégistes. Ramène-nous dans la salle. Non, c'est pas Dieu qui nous a envoyé. Ça n'a rien nous comparer. Nous, on a le lien. Voilà. Ramène-nous dans la salle. Il fait couture de Wali, Fanki Boudé, on a un problème. Je comprends pas pourquoi Jean est allergique au sujet du PDG. Je ne comprends pas. Dès qu'on parle de ça, il est même dans la salle. Moi, je vais fermer mon micro. Moi, je ne savais même pas que Lyon était là. Il vient de parler maintenant. Moi, je ferme mon micro. Il dormait, il vient de se réveiller, je pense. Tes cailloux là, tu vas les envoyer ailleurs. Moi, je ferme mon micro. Merci beaucoup. Lyon vous a traumatisé sur les réseaux. Non, moi, j'aime Lyon. J'aime son côté Fidel Castro. Ouais. Donc, il est révolutionnaire. En Guinée, tu étais dans Hamdallah et Bambetou. Tu n'as pas habité? Qui? Lyon. Non, c'est un enfant de Matam et Dixine. Matam et trop. Momo Liberté. Il s'est fait trop, lui. C'est un vrai caillou crack. Momo Liberté. C'est un enfant de Momo. Ouais, c'est Dixine. C'est eux qui détournaient les petits moutons qui sont là-bas. Ah, ok, c'est sa profession. D'accord. Merci. Non, vous avez vu, en Sierra Leone, ils sont repartis encore avec d'autres militaires. La vidéo dans laquelle ils ont arrêté ces gens-là. Il y a toi là qui avait parlé de cette vidéo, mais tu entends même l'audio, ils insultaient la mère des militaires, là, je te jure. Oui, j'ai vu ça, on me les a envoyés. Non, mais c'est incroyable. Parce que l'un d'entre eux, mais il y a l'autre qui l'a sauvé, c'est un jeune Peul, mais il est là-bas, c'est lui qui parlait. L'autre l'insultait maintenant pour savoir comment ils arrivent. Mais des fans Kobiko, ça c'est des Kobila. Des militaires de deux. Ah, putain, les militaires de Sierra Leone comme ça,
Non, tu sais, ils ne sont pas armés. Ces gens-là, c'est des. Non, mais les militaires léonais, là, moi, ils m'ont dessus. La façon de. Non, je te jure, Wallah Billah. Et combien tu vois là? Non, ils n'ont pas envoyé des renforts. Les autres là sont venus avec des renforts. Tu comprends? Ils n'ont pas voulu. Pour l'instant, la Sierra Leone n'a pas voulu répondre à. Mais c'est pas la première fois. Je sais. Croyez-moi, c'est parce que vous pensez hein, que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Ah, d'accord, ça là. Que Dieu nous aide. Les gens viennent d'abord. En fait, le problème, c'est que le président qui est là-bas comme ça, il avait pris le pouvoir avec les armes, il a rendu, il est revenu. Nous, en Guinée, c'est un cartel qui est là-bas. Son problème, c'est de prendre des armes, c'est acheter des armes, c'est kidnapper, tuer. Ils n'ont pas le même problème. Les gens là, ils sont en train de faire des écoles dans les villages. C'est pas des gens qui sont en train de prendre 70% de budget pour acheter des armes. Ils ont une priorité là-bas. Une minute. Oui, mais j'aime pas la musique. Il y a un autre qui n'a pas mis de musique. Ah, c'est pas là. C'est ici, voilà. Je dis, il n'y a pas de musique. On va écouter. Voilà. Il n'y a même pas d'autre choix. Voilà. Voilà, c'était ça. Hein, c'est l'une des images que j'ai vues aujourd'hui. Ils sont allés faire encore des agressions là-bas. C'est pas la première fois. Hein. Moi, je ne sais pas. J'espère plus que les Léonais, ça, ils ne vont pas réagir. Mais s'ils réagissent, ça risque d'être compliqué. Voilà aussi la même chose. Non, pour le moment, moi, je préfère que ce soit la diplomatie qui règle ça. Parce que tu vois les militaires qui sont en Guinée là. Ils veulent qu'il y ait des petits problèmes pour qu'il y ait une bonne côté. Ils n'ont qu'à régler les comptes entre eux là-bas. Ils n'ont qu'à laisser la Sierra Leone tranquille. Ouais. Le problème là, ils n'ont qu'à régler ça diplomatiquement. C'est pourquoi moi je soutiens la démarche léonaise. Il ne faut pas répliquer, il faut aller diplomatiquement parce que la Guinée, à la force aujourd'hui, en Guinée, nous avons plus d'armes qu'eux. Tu vois? Et puis, ça peut déclencher une instabilité sous-régionale. Leur pays, c'est des gens qui connaissent la guerre en fait. Ils ont vécu la guerre, ils connaissent c'est quoi la guerre. C'est pas de quelqu'un qu'on réveille à 2h du matin, on dit fais ça, il le fait, ils savent. C'est pourquoi ils sont en train d'éviter. Ils sont en train de nous enseigner la maturité. Ils continuent sur la diplomatie là, pas de confrontation. Quand les gens, même si tu vois les militaires là, sans que c'est des délinquants des rues, et si les Doringa commis m'amènent, c'est quoi ça? C'est des gens qu'on a ramassés comme ça dans l'armée de l'armée. Tu vois? Toi, tu vas te comparer aussi. Moi, je soutiens la diplomatie dans ça. Pour pas commettre le problème entre la Sierra Leone et la Guinée. Nous avons un problème en Guinée, et on m'a dit Doumbouya et son CNRD, on va se débarrasser de ça. Et vous ne savez pas peut-être que c'est à cause de Pitaka, hein, quand Pitaka a dit qu'il était en Sierra Leone.
En tout cas, franchement, Ils sont moi, partis chercher son je ne origine. comprends pas ce pays-là. Heureusement que Pitaka y a quitté. Oui, mais vraiment, ce pays-là, moi, je me sens autant guinéen que sierra-léonais. Je ne vous mens pas. Ça, je cache la personne. Je me sens autant guinéen que sierra-léonais. Et je n'ai pas vu un pays dans lequel les Guinéens sont à l'aise. Parce que les Guinéens sont à l'aise. Comme à la maison. Quelle que soit la ville, quel que soit l'endroit, peu importe. Là, Tous les Guinéens sont à l'aise là-bas. le seul élément séquent, principal, qui pourra mettre la Guinée et la Sierra Leone aujourd'hui, qui pourra les réconcilier. Et si Pitaka, par hasard, prend un vol pour aller à Sierra Leone, on va les charger contre la paix dans la sous-région. Ben oui. On va les charger contre la paix dans la sous-région. En fait, c'est les blindés de la Guinée qui vont venir contester Pitaka. Ils vont même donner une partie de la Guinée à la Sierra Leone. J'en ai pas la Non. Ce pays-là, franchement, moi, je ne souhaite pas la guerre quand même. Il y a trop de ressemblances, trop de. Leurs affaires, ils font sur nous. Il y a trop de liens entre ces deux pays. Traverser, regardez, même à Conakry, il y a un endroit qu'on appelle Temenetai. C'est les Téménés qui sont là-bas. Temenetai, c'est la ville des Téménés. Ils sont là-bas, c'est Léonais, c'est lui, il y a un lien, toujours la basse côte là aussi, au niveau de Forcaria. Non, mais mon président. Il y a un fort lien entre les deux côtés, Cambia et Forcaria, tu vois. Et quand tu vas aussi au niveau de Falabala, avec le Fouta, et au niveau aussi de notre communauté chrétienne, à Guéguédou, avec Kailaon, et Libéria à côté. C'est-à-dire, je ne comprends pas pourquoi ils cherchent cette histoire. C'est incompréhensible. C'est incompréhensible. Ces trois pays-là, ils ne doivent pas s'attaquer, ils ne doivent même pas avoir de problème. Mon président, moi, mon village n'est pas tellement loin de Libéria. Donc, Peut-être c'est toi, ils sont partis chercher alors. La plupart des gens qui rentrent en Guinée, là, les Libériens, ils passent par mon village. Donc, on sait le nombre de Libériens qui sont rentrés en Guinée tout dernièrement. Non, ça, je te dis, ceux qui Amara a fait venir là, eux, on va les continuer. Dès que la Chine va tous les militaires guinéens qui ont obtenu la nationalité dans les 5 dernières années, et c'est dans l'armée, on va vous sortir. Non. Ça, on va vous sortir. Vous savez ce qui me fait mal? En plus, je vois d'autres aussi qui font la publicité de ces militaires étrangers, qui sont manipulés par ces forces étrangères, après qui vont venir intégrer l'armée guinéenne, qui vont finir faire le sale boulot, comme on m'a dit. Mais je me dis que le Guinée ne reçoit pas des leçons de papier. Hein. Je vois des petits, ils font la propagande de ces petits officiers qui sont dans la récupération aux États-Unis, qui poussent nos frères guinéens, nos compatriotes à aller à la mort, à la poudrière, qui sont transformés en chair de canon aux États-Unis aujourd'hui. Ouais. Et ils sont là, ils sont fiers de ça. Je dis, mais vous là. Moi-même, je ne comprends pas. Moi, chacun fait sa vie. Hein. Tu peux rentrer dans une armée française, armée belge, armée américaine, canadienne et autres. Moi, je vous dis, ça, on va mettre un point d'ordre à ça en Guinée. Tous ceux qui vont servir dans les armées étrangères, vous n'allez pas intégrer l'armée guinéenne. Ça, c'est moi, je vous dis, je vais m'opposer à ça. Parce que vous êtes des agents dormants. Du jour au lendemain, il peut passer par vous, alors vous faire des racistes. Exactement. Voilà. D'accord. D'accord. Tu vas faire la commune de base en Guinée, souffrir comme les autres en Guinée. Quitter la Guinée, aller se former aux États-Unis, il n'y a pas de problème. Mais c'est la Guinée qui t'envoie avec le drapeau bleu, blanc et rouge. C'est l'erreur qu'on a fait avec Mamadi. On est venu le propulser automatiquement officier, formateur. Non, Pitaka. Moi, je pense que. Mamadi nous a donné la leçon. Pitaka, attends seulement. Moi, je pense que on a juste besoin de former les militaires guinéens, en fait, de les former intellectuellement. Même si tu vas commencer par... C'est comme si toi, tu as fait informatique en France. On dit tu vas aller en Guinée, tu ne vas pas faire informatique. Je pense que c'est la même chose, en fait. Non, c'est pas pareil. Mamadi nous a donné une leçon. Arrête ça. Oui, mais la leçon maintenant, elle est où? C'est parce que en Guinée, quand c'est les gens, on ramasse dans les rues, on les met dans l'armée. Attention, quand vous prenez des outils... Les armées étrangères chez nous, quand vous prenez... on dit non. Ça, c'est fini, ça. On ne fait pas d'eux. Non, quand la Guinée fait la... Tous ceux qui vont servir les armées étrangères, ils ne serviront plus l'armée guinéenne. Mais... Quand les enfants commencent à faire l'armée, depuis le collège, ils font le service militaire depuis le collège. Mais ce qu'on dit, chacun se cherche. Tu fais le boulot que tu souhaites. Tu verses le sang pour le pays, que c'est ton problème. Ça ne regarde pas. Seulement, tu ne vas pas servir sous le drapeau guinéen. On ne te fait pas confiance. On ne te fait pas confiance. C'est comme Kefin Kaba. Mon président, j'ai vu ce Kefin Kaba en train de prêter serment au drapeau américain, prêter allégeance à l'armée américaine. Mais c'est clair. J'ai écouté du début à la fin. Mais c'est pas si c'est moi qui ne comprends pas anglais. Je suis allé, j'ai traduit tout ce qu'il disait. Mais comment vous voulez comprendre des gens comme ça pour venir dans cette armée républicaine? C'est des agents normands. Ils prennent allégeance. Ils jurent de servir que l'Amérique, rien que l'Amérique.
la France ou le Canada ou la Belgique. Alors quelqu'un encore qui a étudié en Arabie Saoudite ne va pas faire prier la prière en Guinée. Alors si c'est ça. Non, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose, Jamba. On a un exemple ici. On a un exemple frappant. On a ici un exemple frappant. Tu connais chez nous là-bas dans nos villages, il y a des gens qui sont partis étudier n'importe quoi en islam, qui sont venus là-bas pour Exactement. Oui, mais on dit ça, on a critiqué, on a parlé de ça aussi. Mais moi, c'est ça la réciprocité. On a juste besoin de faire service militaire depuis le collège et vraiment éduquer les Guinéens. Et quelqu'un ne peut pas venir, si tu quittes les États-Unis. Il y a des militaires anglais qui ont fait le service militaire en Israël, qui ont fait aux États-Unis, qui ont fait en France. Ils ont deux types de nationalité. Vous avez juste besoin d'éduquer vos enfants. Personne ne pourra les manipuler. C'est quand vous ramassez des gens dans la rue, vous leur donnez des armes. Maintenant, les autres ont plus de force que nous. Quelqu'un vient. Attends. Quand vous ramassez des gens dans la rue, vous leur donnez des armes. Quelqu'un vient de la France, il croit que c'est une star. Mais si celui qui est là-bas, lui-même, il est plus cultivé que celui qui est en France. Il connaît les universités françaises, il a étudié en Guinée, il a étudié aux États-Unis. C'est un cultivé. Voilà. Bon, tout ça, ça fait l'objet de notre débat. Nous, on ne peut pas interdire ceux qui veulent servir leur pays de façon... Non, c'est formellement interdit. Alors, les professionnels qui jouent le football en Europe, ils ne vont pas jouer en Guinée. Jamba, Képi Kaba ne servira jamais l'armée guinéenne. Les professionnels alors qui jouent le football à l'extérieur ne vont pas servir la Guinée. Comme c'est ça. Ce n'est pas... Écoute ce qu'on te dit. Oh, Jamba, c'est là. Réciprocité. Non, il n'y a pas c'est pas les mêmes fonctions que je t'explique une chose. Il n'y a pas de plus patriote que celui qui prend l'uniforme. Parce que lui, il ne sert rien. C'est pas à cause d'un bouffon qui n'a pas étudié en Guinée, qui n'a pas étudié en Europe, Mamadi Doumbouya, on va mettre tous les paniers. C'est pas les mêmes professions. Un avocat est autre chose. Tu comprends? Il cherche l'argent. Ce qui n'est pas le cas de militaire. Le militaire, c'est quelqu'un qui s'est sacrifié pour son pays. Donc, dans ce corps-là, c'est le seul corps, on dit. Hein. Dans ce corps-là, c'est que des Guinéens formés en Guinée qui ont la mentalité de l'armée guinéenne. À qui on va, c'est-à-dire, c'est clair, pas des gens qui sont allés servir ailleurs. On ne veut pas d'eux. Parce que dès qu'on les appelle là-bas, ils vont écouter. Ils sont là-bas, on les connaît. Ils ont l'impression qu'on les soutient depuis là-bas. On ne veut pas, c'est le seul corps. Parce que celui-ci, c'est un corps qui doit être pur. Pur. On n'envoie que des gens qui ne prennent pas la drogue, qui ne volent pas. Les vrais Guinéens. Les bons Guinéens, des jeunes. Là, ça n'a pas étudié à l'extérieur, mais elle a fait un coup d'État. Jamba, ça c'est des bourses d'études. C'est ce que je peux vous dire. Monsieur, là, ça n'a pas étudié ailleurs. Mon président, j'ai vous dit que j'ai vu ce gars-là prêter serment. Je sais que je n'ai pas pu me retenir. J'ai enregistré la vidéo. Je suis allé traduire ce que ce gars disait dans la vidéo. Mais il prête allégeance aux États-Unis. Il jure loyauté, intégrité à ce pays. Il ne servira que l'armée américaine. Mais vous voulez que ce gars vienne servir quoi dans ce pays-là? C'est des agents dormants. Il viendra servir et défendre les intérêts américains. Rien que ça. Donc ce genre de personnes ne doivent jamais exercer dans l'armée guinéenne. Jamais de la vie. Il a fait son choix, qu'il s'assume. Qui continue sur le drapeau américain, on n'en a plus besoin. On a beaucoup de militaires guinéens qu'on va former, on va offrir des bourses de formation. On va former cette armée. On va dire que cette armée, pour intégrer cette armée, il faut avoir le brevet. Au moins. Léon, arrête de me muter quand je parle. C'est pas moi qui me mute. On entend ta cuillère, on entend tout. C'est normal. Alors, permettez-moi de donner mon point de vue. Moi, ce que j'ai dit, c'est que nous avons besoin en Guinée, c'est de former les gens. Je suis d'accord, je peux être d'accord. Si quelqu'un est formé aux États-Unis, il est formé en France, il est formé n'importe où, quand il va en Guinée pour intégrer l'armée, il faut qu'il fasse aussi une formation en Guinée. Une formation guinéenne pour l'ajuster ou l'adopter à notre besoin. Voilà, je suis d'accord. Mais dire que quand tu sers l'armée ailleurs, tu vas en Guinée, tu ne vas pas servir en Guinée. Tandis que si l'autre est footballeur ailleurs, il peut aller servir la Guinée. L'autre informaticien ailleurs, il va aller servir en Guinée. Pour moi, c'est une discrimination, ça. Ok, on prend le footballeur. Attends, j'ai pas fini, Pitaka. Non, tu prends des exemples. J'ai pas fini. Je vais finir. Quand j'ai fini, on va voir. Tu vas prendre. Et le militaire. Quand j'ai fini, tu vas prendre l'exemple, si tu veux, maternelle ou crèche. C'est ce que je disais. Là, ça n'a pas étudié à l'extérieur, mais elle a fait un coup d'État. Parce qu'il m'a dit Doumbouya, un coup d'État soutenu par la France, par l'Occident. C'est l'Occident qui a fait le coup d'État là. Toi, tu le sais, moi, je le sais, pour servir leur intérêt. Et d'ailleurs. À travers quoi? Attends, je vais finir. D'ailleurs, ça me réconforte davantage de former les gens en Guinée. Que si c'était un coup d'État révolutionnaire, si c'était les Guinéens, un militaire guinéen qui était formé en Guinée, ou bien qui a la mentalité guinéenne. Voilà. Attends, je vais finir, Pitaka. Mais attends, je vais finir. Grand. Si c'était ça, il pouvait faire un coup d'État à Alpha Condé, mais il n'allait pas remettre la Guinée à la France. Donc c'est cette formation qu'il n'a pas acquise en Guinée, cette formation-là qu'il a manqué. Maintenant, si la majorité, il y avait les 1000 ou 2000 Mamadi Doumbouya en Guinée. Parce que Mamadi Doumbouya allait prendre le pouvoir. Et quand il est venu de la France,
On l'a vu comme un commandant, il est grand, il a fait légion d'honneur, ainsi de suite. Tu vois, c'est en fait quand les gens en Guinée, on voit quelqu'un qui vient de l'extérieur, on te met déjà un drapeau. Et c'est qu'il faut tuer. Il faut privilégier la formation guinéenne, je suis 100% d'accord, mais on ne peut pas exclure les gens qui ont servi d'autres pays, parce que eux aussi, c'est dans ce secteur d'activité-là, dans ce domaine-là, ils ont excellé, c'est dans ça, eux aussi, ils veulent contribuer pour leur pays. On ne peut pas le dire, il faut maintenant être un entrepreneur, il faut être un informaticien, tandis que toi, tu as fait l'enfance, tu as fait l'armée enfance, tu as fait aux États-Unis. Ça, je pense que c'est injuste. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Merci. On n'a pas l'argent pour former des mercenaires. Est-ce qu'il a compris ça? Monsieur mon président. On n'a pas de l'argent pour former des mercenaires. Non, mais Djamba, il faut dire à M. Djamba que moi j'ai eu des problèmes avec vous. Moi, je m'appelle Djamba. Non, je parle de monsieur là. Ok. Toi, tu entends les gens pour les perturber, pour les. Djamba, moi je suis nationaliste. Mon président qui est là, on a eu des problèmes par rapport à ça. J'ai dit que à un certain niveau en Guinée, que si tu as même la double nationalité, quand vous l'aurez, et c'est un poste de responsabilité que vous ne pourrez plus occuper en Guinée. C'est fini. Il faut être vraiment à 100% guinéen pour pouvoir occuper ces postes de responsabilité. Dès que vous avez la double nationalité, on va voter des lois dans ce pays qui vous empêcheront d'occuper certains postes en Guinée. Parce que cette fois-ci, il faut s'assumer. Je vous dis que moi, je suis à 100% nationaliste. Et avec mon président, ça s'est passé. C'est allé dans tous les sens sur ce live ici. J'ai insisté et je persiste dessus. Qu'à un certain niveau dans ce pays... Quand tu dis ton président, tu parles de qui? D'Alpha Condé, on m'a dit Doumbouya. Il est président de quoi? Et... Non, j'ai posé une question là. Je suis perdu dans le débat. Comment il est devenu président? Ou il a fait coup d'état aussi. Donc il a fait coup d'état de TikTok. Il a dit que Djamba est venu pour nous distraire ici. Il va prendre le coup, il sait que la patience parfois. Attends, j'ai posé une question. Président de qui? Il m'a dit c'est quoi? J'ai dit mais comment? Je veux une explication. Comment tu es devenu président? Je veux savoir. Quand on pose aussi des questions, ça veut dire qu'on tire des balles. Je pose des questions. Ça confirme en Yavo. Écrivez ça et gardez bien. Bon endroit. Vas-y. L'avenir va nous le dire. Vas-y, bien. Alors que l'on est là. Mais comme tu ne peux pas répondre, vas-y, continue. Non, alors que l'on est là. Amina. Je vous dis que Djamba est bien nous distraire ici. Non, c'est bon. Moi, j'ai posé une question. Comme tu ne veux pas répondre, c'est bon, vas-y, continue. Pas qu'on dise que c'est moi qui perturbe le débat. Non, mais en fait, c'est le cas de l'armée. C'est extrêmement sensible. L'armée, c'est la colonne vertébrale d'un État. Franchement, c'est-à-dire, pour moi, les plus grands patriotes se trouvent dans l'armée. Ils doivent se trouver dans l'armée. Parce que, en fait, si vous prenez ça, leur règlement, ou voilà, les indemnités qu'ils perçoivent, en fonction des grades, jusqu'à leur retraite. Leur statut. Non, c'est pas, exactement. Donc, je parle même des primes qu'ils touchent, d'accord? De leur solde, de l'entrée jusqu'à la sortie. C'est des personnes qui savent déjà s'asseoir, dire, moi, dans toute ma vie, voilà ce que je vais gagner. Ni plus ni moins. Il sait déjà tout ce qu'il gagnera dans sa vie. Parce qu'il peut calculer, en soi même en étant optimiste parfois. Il sait tout ce qu'il pourra gagner. Il ne sera jamais riche. C'est ça l'armée. Ce sont ces personnes-là qu'on doit retrouver là-dedans. Pas quelqu'un qui souhaite avoir des 4x4, non. Il s'est dédié à la vie de sa nation. Et pour cela, on ne veut pas d'étrangers, ni mercenaires. On veut des Guinéens formés en Guinée. Qui a une personne qui a fait des régions militaires, qui a fait Bokeh, qui est allé à Malabé. Il s'est retrouvé au bataillon autonome de Kékédou. Et puis, 2-3 ans plus tard, on retrouve fin fond de Lola. Au bout de 10-15 ans, il vient à l'état-major. Voilà, ces personnes-là, elles connaissent le pays. Connaissent le pays. Franchement, moi, il y a pas... Moi, je pense que l'armée n'a vraiment pas pris leurs responsabilités pour écarter ceux qui pouvaient faire le travail et laisser des bandits qui effraient tout le monde, qui intimident tout le monde, parce qu'ils sont cruels et ils peuvent assassiner qui ils veulent, quand ils veulent. C'est-à-dire, ces gens-là prennent le pouvoir sur tout le monde. Sinon, c'est ce qui devait être fait. C'est des bons Guinéens. Moi, le Britannique militaire, là, moi, je l'apprécie. Je l'apprécie. S'il fonctionne bien, d'ici une quinzaine d'années, on va avoir des officiers dans ce pays qui sont des officiers qui ont appris à respecter la loi. Respecter. C'est pas le Britannique militaire qu'il a mis en place. Moi, je le surveille, ça va quand même. Non, le Britannique militaire, là, c'est pour le PDG. Hein. Voilà. Non, ça va un peu. Et tous les enfants qui sont là-bas, ils sont manipulés par le PDG. Mais bien, on ne sait pas, on souhaite savoir quel enseignement de patriotisme on leur donne. Tu vois, nous, on souhaiterait savoir. Hein. Voilà. Il ne faut pas former des petits PDGistes là-bas. Maintenant, on ne peut pas intégrer l'armée. Le gars, il a trahi tout le monde.
Non, mais Andy, c'est ça. Attends, c'est sensible. Sérieusement, c'est très sensible. Hein. En même temps, la personne arrive. Ramasser quelqu'un qui a vendu des ceintures, le même commandant. Attends seulement, écoute-moi bien. Tu n'as fait aucune région militaire. Tu n'as jamais été au fin fond de Port-Dakar. Tu comprends? Au fin fond, où c'est difficile pendant 2 ans, 3 ans. Toi, tu viens, on te catapulte directement à l'état-major. Mon frère, ces gens-là, il y a trop de facilité.